Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. On va s'attaquer comme d'habitude aux émissions du lundi matin. Je vais vous présenter quand même le programme de la semaine et on va faire un petit truc aussi en petite introduction avant de passer aux graphiques et aux analyses habituelles. Donc mercredi, on va essayer de se mettre en place la correction de la deuxième partie du QCM que j'ai toujours pas eu le temps de traiter. Et alors qu'on est déjà à la fin du mois, donc il serait temps que je me bouge un peu pour ce faire. Du coup, je pense sincèrement que ce mois-ci, ça va être compliqué de vous faire le QCM du mois de mai. Donc, par contre, je vais essayer de les instaurer au début du mois, ce qui fait que du coup, celui de juin, je vais essayer de le placer dans la première semaine de juin, comme ça, on réattaque le cycle classique, donc QCM, puis correction la semaine suivante, et ainsi de suite, puis les émissions éducatives, et comme je vous l'ai promis, on fera les trucs sur le scalping dès cet été. Faut que je finisse toujours, j'attends toujours qu'ils me répondent chez AMP pour les tarifs, et puis il faudra aussi que je réouvre mon compte là-bas, j'y suis plus depuis un moment donc je vais y retourner, et tout ça, puisque évidemment on fera du trading en réel, il est hors de question d'aller faire ça avec de l'argent fictif, donc évidemment moi je déteste ces idées-là, donc quand je vous apprendrai en le faisant devant vous, et avec du vrai fric, sinon ça n'a aucun espèce d'intérêt. Euh, Bref, allez, deuxième chose, donc Discord. Hop, voilà, donc dans Discord, je pense avoir identifié là où les problèmes peuvent se trouver en fonction des différentes personnes qui ont des soucis vis-à-vis des alertes. Donc en fait, il y a deux, trois trucs. Le premier machin, c'est qu'il faut que vous alliez là, sur le serveur, faire un clic droit, vous assurer que vous n'avez pas mis serveur muet. Vous pouvez cacher les salons muets, ça oui, il n'y a aucun problème, mais ne mettez surtout pas le serveur muet, sinon là, évidemment, ça ne marchera pas. Ensuite, vous allez dans les notifications ici, et vous regardez bien que vous avez @mention seulement mis sur tous les messages. Moi je mets @mention parce que sinon moi je vais me faire pinguer tout le temps. Vous mettez tous les messages, d'accord. Vous pouvez désactiver @everyone @here si vous voulez, et il faut surtout ça, notification push mobile, ok. Et là vous avez tous les canaux, un à un, d'accord. Donc là c'est là où vous pouvez régler, d'accord. Vous mettez sur tous, ou alors vous mettez que les mentions dans tous les canaux ce qui voilà, et mais ici vous faites sûr de mettre tous les messages. Voilà, comme ça, vous choisissez les canaux sur lesquels vous voulez être alerté, tout simplement. Ok? Donc c'est juste comme ça qu'il faut procéder, parce qu'en procédant comme ça, c'est beaucoup plus simple. Là, vous êtes sûr de pouvoir y arriver, et donc j'ai fait exprès de vous mettre donc un petit emoji là comme ça devant les canaux sur lesquels je vous recommande sincèrement de mettre des alertes. Ça ne veut pas dire que vous devez le faire de façon obligatoire, ça veut juste dire que voilà, c'est ces canaux-là sur lesquels je vous recommande de mettre et par exemple, celui-là, je peux le muter. Voilà. Mais bref, sur ces canaux, c'est là où je communique avec vous. D'accord. C'est là où je vous envoie les messages. D'ailleurs, il y en a un qui manque ou quoi? Euh, Ok. Ah ouais, pourquoi je ne les voyais pas ceux-là? D'accord. Ok. Donc là, par exemple, ah oui, ok, c'est tous les salons sur lesquels j'ai déjà choisi les choses. D'accord. Donc sinon, voilà, vous faites comme ça, vous choisissez dans la liste des salons, donc ici, dans les notifications, ok, on redescend, et là, dans la liste de tous les canaux disponibles. Voilà, vous faites en sorte que, évidemment, ceux dans lesquels il y a du contenu éducatif, tout ça, ça c'est les canaux où il n'y a que moi qui poste, d'accord, dans contenu éducatif et des trucs comme ça. Ici, vous ne vous ferez pas bourriner de notifications 15 fois par jour. Normalement, des notifs, si vous en recevez une, deux dans la journée, c'est grand max tout ce que vous aurez, d'accord. Donc je fais exprès, ces canaux-là veut dire ici personne d'autre que moi ne peut poster, donc vous pouvez mettre des alertes dessus sans problème. Après, si vous n'êtes pas intéressé par l'intraday, vous n'activez pas l'intraday, bien entendu. Voilà, ça c'était pour répondre parce qu'il y en a certains qui avaient donc du mal avec ces trucs-là et des soucis avec les notifications. Voilà. Donc ce que vous faites, c'est que tous les canaux sur lesquels vous ne voulez pas être emmerdé, vous pouvez mettre, comme on a dit, donc juste les mentions. Vous pouvez choisir d'être simplement mentionné et de recevoir une alerte uniquement sous condition de mention, ou alors vous rendez le canal complètement muet. D'accord. Voilà, c'est comme vous voulez. Donc Discord pour ça c'est très bien et c'est vraiment de loin le meilleur outil. Allez, on repasse au graphique. On va commencer oui, par les cryptos. Alors, semaine crypto, à quoi ça ressemble? Une semaine tout haussière, sa clôture tout en haut. Par contre, c'est quand on regarde ce qui s'est passé au courant de la semaine qu'on voit que c'était pas non plus tout blanc. Donc là, c'était en gros ouverture de la semaine, on pousse comme des tebiches, on efface l'intégralité de la semaine pour revenir clôturer en haut en sauvant un peu la mise. Dimanche soir. Donc, ce
signal-là, pas de signaux, je vous avais dit faites très attention, c'est dans cette zone-là qu'on recherche des ventes, d'accord? Ici, ça n'a pas marché. Là, par contre, impeccable. Voilà, celui-là, très propre, il n'y a pas de souci. Donc là, ça y est, il y a un signal de vente horaire, c'est un exit. On est bien en fin de cycle acheteur, dans ce qui est probablement un range. Si vous vouliez vendre, c'est ici qu'il fallait le faire. Donc là, c'est tout à fait possible maintenant de prendre une vente Bitcoin de type range. L'objectif, c'est de vendre en haut du range et de sécuriser 61 et 76. On ne vise pas nécessairement des effondrements derrière. Simplement, on vise des retours à la normale. C'est un trade de range, donc il ne faut pas y risquer grand-chose. Il faut juste essayer de prendre un peu de cash pour ceux qui veulent s'y risquer. D'accord? C'est bien contre la tendance et on voit bien que ici, malgré la phase un peu bullesque avec les excès qu'on peut noter ici et que je vous ai donc fait remarquer, qu'on est donc dans un contexte d'excès manifeste, malgré l'excès, on voit que le range se fait plutôt à plat. Là, la résistance, on est revenu chercher le point d'origine. Donc c'est quand même pas mal du tout. Ça veut dire que, attention, Bitcoin, ça risque d'aller un petit peu plus haut ensuite. On est peut-être que en phase de temporisation avant une petite reprise derrière. Maintenant, attention, on peut très bien aussi se casser la gueule avec un double top. Hein. Ça ne me surprendrait pas plus que ça. Tout ce que je veux vous dire, c'est n'allez pas chercher trop loin. On est dans un range, on applique une stratégie de range, c'est-à-dire des entrées claires, spécifiques, avec une gestion du risque pas très agressive, et des objectifs très clairs, peu ambitieux, qui seront normalement atteints, point à la ligne. D'accord? Même si Bitcoin devait faire un triangle comme ça, normalement, vous serez TP ici et vous en foutrez du reste. D'accord? Si Bitcoin fait un flat, vous serez TP quand même. D'accord? Si Bitcoin continue, vous serez TP quand même. Voilà. Donc, entre guillemets, vous avez beaucoup plus de chances dans ces stratégies-là de vous faire choper le TP que le stop. C'est tout ça. C'est la seule chose qu'on fait dans un range. Savoir quelle forme prendra ce range, j'en ai strictement aucune idée et j'en ai encore moins d'intérêt pour ça. Je m'en fous complet de savoir à quoi ressemblera le range si je ne sais déjà pas s'il y aura un range. D'accord? Rappelez-vous, il faut casser 50% du canal de contexte pour valider le rejet de la borne. Donc pour l'instant, on est dans la partie haute. C'est quand on passera cette zone-là à la baisse qu'on pourra dire « Ok, c'est bon, on se projette vers les objectifs et les prises de profit qui vont avec ». Je maintiens tous mes billets, c'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas de raison que ça monte. Vous achetez, vous vendez ce que vous voulez. Si vous voulez trader de la crypto, pour moi, ça se fait alt versus BTC, c'est-à-dire que je ne pense pas aujourd'hui qu'il faille faire alt fiat, c'est-à-dire investir de son argent fiat dans des cryptos. Je pense que ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est réorienter son portefeuille crypto. C'est-à-dire au lieu de tout stocker sur du BTC, là je pense qu'aujourd'hui il est plus intéressant de diversifier son portefeuille crypto. Mais de là, augmenter la portion de son capital allouée à l'ensemble du marché crypto, que ce soit BTC, Alt, machin, tout bidule, je ne pense pas que ce soit du tout le timing pour le faire. Le timing, encore une fois, pour ramener son pognon dans les cryptos, je le maintiens, c'était il y a 3 mois, c'était par là qu'il fallait faire le plein, c'est là qu'il fallait acheter ses actifs crypto avec du fiat, et pas le faire maintenant, alors que tous les gugus sont en train d'échanger leurs dollars pour acheter des bitcoins ou autres conneries du genre. Donc, tout est question de timing. Ça ne veut pas dire que BTC USD va forcément s'écrouler maintenant. Ça veut juste dire que la suite, c'est probablement une lente contraction, plus qu'une parabolisation sans fin. En tout cas, c'est ma perception. Donc, en gestion du risque, vous faites comme vous voulez. Ce qui est important que vous compreniez, c'est que je ne suis pas le Messie. Je ne vous dis pas ce qu'il faut faire, je vous donne juste ma vision. Ma vision, ça ne concerne que moi. Et si je fais ça, c'est pas pour dire « moi je suis meilleur que vous, suivez-moi et ne suivez pas vos propres convictions ». Si vous avez le luxe de vous offrir une conviction personnelle, suivez-la, nom de Dieu. Si vous êtes acheteur et que vous pensez que ça va monter, qu'est-ce que vous en avez à foutre si Phil vous dit « ah moi je pense que ça va baisser ». Bon ben voilà, vous suivez votre conviction à vous, vos signaux à vous. Encore une fois, on peut très bien utiliser les mêmes outils et trader dans 2 sens opposés. Normalement, on ne doit juste pas le faire sur le même time frame et en même temps. C'est juste ça. Mais le seul truc, c'est que, normalement, les indicateurs, ils ne sont pas biaisés, eux. Ils s'en foutent de savoir si le marché va monter ou baisser. Eux, ils cherchent des structures. Ils sont là pour gérer le risque. Que vous ayez envie d'acheter et moi envie de vendre, tant qu'on gère notre risque, normalement, on est tous les deux gagnants. Voilà. Tout est question de timing et de gestion du risque. Bref. Ça, c'était la petite parenthèse. Si je fais ça, encore une fois, c'est parce que je sais très bien qu'il y a certains profils qui ont énormément de manque de confiance et que ça se gagne en gouttes et que ça se perd en litres, cette précieuse confiance. Donc plutôt que vous fassiez la girouette, je préfère vous donner un cap à suivre, quitte à ce que vous n'ayez pas de conviction ou que votre conviction soit oscillante, un coup vous avez envie d'acheter puis de vendre, il vaut mieux dans ce cas-là vous dire « ok, bon, Phil, il cherche plutôt des ventes, donc en tout cas, j'essaie de ne pas trop chercher des achats. » Mais ça ne veut pas dire qu'il faut y aller full levier à la vente non plus. Moi, je vous dis ce que je cherchais sur Bitcoin, c'était un range. Je ne cherche pas, franchement, un signal vendeur pour autant. Quand on voit la bougie daily d'hier, ça ne donne pas spécialement envie de vendre non plus. Hein. Mais en horaire, je pense que le contexte s'y prête, qu'on en ait envie ou non. Il me semble que je ne vois plus grand-chose à espérer sur les Bitcoins.
Allez, on part au marché classique. Je vais fixer directement sur les secteurs qui m'intéressent, dollar, gold et les indices. Et on va faire un petit tour d'horizon Forex, mais d'abord calendrier éco pour voir ce qui nous attend cette semaine. Alors, on s'en fout. Alors, confiance des consommateurs en zone euro, pourquoi pas. Les ventes de logements existants, on s'en fout un peu. Alors, ça peut être bien, mais sans plus. Alors ça, oui, ça va faire bouger sur GBP. Donc, on va surveiller GBP pour mercredi. Voir s'il y a des choses qui se profilent en amont. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, mercredi, on a la Fed aussi. Pourquoi je le vois pas là d'ailleurs? C'est quoi ce bordel? C'est mercredi qu'on a... Attendez, laissez-moi une seconde, je comprends pas pourquoi je le vois pas là. Ça doit y être marqué, mais pourquoi je le vois... Bon, laissez-moi une seconde. Hop, voilà, c'est mieux. Donc déjà mardi, alors donc ça, voilà, il faudra le noter. J'ai vu, on avait de l'AUD. Je crois qu'on a une réunion de banque centrale aussi. Je sais plus trop quand c'est là, côté AUD ou NZD, mais je l'ai vu, je sais plus quand. Bref, bon, on va regarder donc AUD NZD au programme. Il y a bien les minutes de la Fed, hein, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Où est-ce que j'ai vu ça? C'est mercredi à 20h. Et pourquoi c'est pas marqué là? Ah, nom de Dieu. Bref, bon, on a les minutes à 20h mercredi de la Fed. Enfin bref, voilà, donc c'est une semaine intéressante. Ah mais pourquoi j'ai mis faible moi? C'est quoi ce bordel? Ah oui, d'accord, voilà, c'est mieux comme ça. Ok, voilà, c'est ça. Donc AUD, donc on a de l'AUD qui parle mardi pendant la nuit, on a Powell qui va parler, Carnet, enfin une semaine bien centrale. Les IPC, donc comme on a dit mercredi, ça va être important, clairement. Alors Draghi à Francfort le mercredi, compte rendu de la Fed, ok, et les élections jeudi. Donc effectivement, c'est de la bonne semaine. Allez, désolé, je sais plus trop où j'en étais, mais voilà, bref, donc semaine un peu chargée, mais on va regarder donc nos classiques. Donc gold, ça se rechute en fin de semaine, attention, mais je pense pas nécessairement que ce soit forcément ultra bear et compagnie, parce que le momentum reste à l'achat et je pense que ce cycle ici n'est pas nécessairement fini. C'est-à-dire en fait j'ai plutôt l'impression qu'on est à ce stade-là, là, c'est-à-dire ah putain c'est ultra bear, on arrive sur des supports et en fait bim, c'est là où ça repart complètement dans l'autre sens, que personne ne voit venir et ainsi de suite. On a bien des trendlines en support ici qui pourraient sans problème jouer leur rôle dès le début de semaine et combien de fois on a vu ce genre de mèche haute comme ça se faire invaler à la hausse carrément la semaine suivante. Donc on va regarder, j'ai plutôt envie de dire gold indécis sur ce début de semaine, le momentum est carrément neutre, donc effectivement soit ici on amorce un mouvement baissier un peu plus profond et donc un cycle de momentum baissier. Dans ce cas-là on ira rechercher les zones support par là, voilà, donc ça pourra laisser, on est en hebdo, 2, 3, 4 semaines de consolidation supplémentaire sur le gold. Dans ce cas-là, ce sera invalidation des scénarios en cours pour reprendre sur des prix plus attractifs dans le contexte acheteur hebdomadaire. Mais je ne pense pas que ce soit ce qu'il faille favoriser, je pense bien au contraire. On voit bien en daily, le momentum est déjà favorable à l'achat là aussi. Dans un cycle acheteur, je pense qu'au contraire, on va retrouver des supports dès le début de semaine et aller gentiment chercher de nouveau les résistances. Donc, pour l'instant, je laisse ce scénario en cours. Les objectifs sont toujours les mêmes. Revenir tester le canal de tendance ici et voir comment ça réagit dans cette zone. Est-ce qu'ici, ça revend? Et là, pour le coup, on pourra revenir chercher les contextes hebdo et tout ça. Ou alors, ça paye. Et dans ce cas-là, on va chercher la target numéro 2 en débordement du sommet. Je vise pas beaucoup plus. Et c'est pas des trades daily, c'est bien des trades swing qui reviennent à dire, moi je pense qu'on a formé un swing ici et que là, on va retrouver donc la purge en fait. C'est-à-dire ça replie une dernière fois histoire de faire douter les girouettes, et puis on repart dans le bon sens, cette fois donc avec un cycle plutôt tendanciel. Normalement, on doit avoir un schéma en 5 vagues se mettre en place. Moi, je dirais que ça fait 1, 2, là 3, 4, et normalement ici, poum, une grosse 5 à venir assez étendue. Donc je dirais que là, normalement, une phase un peu tendancielle devrait se mettre en place, un peu ce genre de truc là. Voilà. C'est-à-dire plutôt prendre ce genre de prix là et dire un copier-coller ici. Donc en termes de pente, vous voyez, c'est ça que je veux dire. Voilà. En termes d'orientation des prix, je pense quand même un truc assez directionnel. Ça ne veut pas dire qu'on y va en 3 jours, ça veut juste dire qu'on a une conviction quand même assez ferme sur ce type de marché. Je vise toujours donc voilà, l'arrivée dans le contexte et éventuellement un petit débordement, donc viser sur cette zone-là, un petit excès gold 1400, une petite crispation à Wall Street pourrait sans problème nous fournir un tel marché. Le dollar. Le gros
question, voilà, donc c'est un peu la même chose, la même problématique pour moi que le gold, à savoir, toujours même chose, ici des signaux baissiers puissants dans des rejets de contexte, hein, et c'est important de voir qu'on est venu et qu'on a rejeté assez puissamment. Pour l'instant, on n'arrive toujours pas à marquer l'essai, enfin à valider l'essai, mais je pense encore une fois que c'est un truc qui part en ligne droite, hein, c'est-à-dire qu'après des mois et des mois d'hésitation, c'est-à-dire qu'en réalité, si vous regardez à partir de ce moment-là, c'est-à-dire depuis mai 2018, donc ça fait un an en fait, que le dollar n'a pratiquement rien fait. Alors 4% de variation, c'est pas rien non plus hein, sur une année, mais c'est surtout, voilà, le consensus est quasiment inexistant. C'est-à-dire qu'on a passé autant de temps dans le bas que dans le haut de cette zone de neutralité, et je pense sincèrement que le retour dans la zone basse va se faire en ligne droite. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un truc va chier à Wall Street, c'est bim, dollar direct en support contexte, et la violence du mouvement créera probablement une inertie baissière, dont je souhaite bien profiter, bien entendu. Donc je ne change pas les scénarios dollars, simplement, bon voilà, il faut noter que pour l'instant, ça passe pas fulgurant non plus. J'ai pris une petite vente sur le dollar en fin de semaine dernière, de mémoire par là, en horaire. Toujours des trades de range, hein, donc à savoir, je vise une formation de range ici sur cette divergence avec ces targets. Normalement, dans un range, on ne doit pas installer des prix au-delà de la target. Hein, donc ici, normalement, ça doit bien buter et repartir dans l'autre sens. Raison pour laquelle, je pense cette semaine, favoriser des contre-pieds, gold et dollars, me semble être la thématique. Évidemment, si j'ai tort, je me ferai racler dès le début de la semaine. Et dans ce cas-là, le FOMC poussera à travers les résistances sur le dollar et nous cassera les supports du gold. Moi, je pense qu'on va revenir à la normalité et que le FOMC va nous faire partir dans l'autre sens. Ça, c'est ce que je trade. Ça ne veut pas dire que c'est ce qui va se passer. Qu'est-ce qu'on va noter? Ah oui, alors les Bund. Alors on est toujours sur des trades assez longs, hein, c'est-à-dire que là, encore une fois, pour moi, les expirations sont au 20 juin. Mais c'est vrai qu'on n'en a pas parlé depuis un bon moment et j'ai reçu 2-3 mails là-dessus la semaine dernière, donc on va en reparler. Hein. Donc effectivement, un franchissement de résistance. J'ai pas l'impression qu'il soit si dynamique que ça. J'ai plutôt l'impression en fait que c'est voilà, on vient chercher des cons, vous voyez que ça overload. On est bien toujours sur un niveau technique, c'est-à-dire que pour moi, ce qui m'importe, c'est qu'on ne franchisse pas cette zone-là. Voilà. C'est-à-dire qu'ici, en fait, on n'a pas le volume sur le Bund, c'est ça qui est gênant, mais regardez, dans cette zone, on a un squeeze, d'accord, squeezing, sous résistance et rejet baissier très puissant derrière. Ça, c'est ce qui est important de comprendre, parce que c'est vraiment là la clé de ce marché. C'est de dire, ici, on a une très forte résistance qui s'est formée, parce que c'est très rare qu'on retourne les marchés comme ça. D'accord, je m'explique. Qu'on squeeze sous une résistance, normalement, c'est bim, on vient chercher l'excès, d'accord, on fait l'excès haussier, et ensuite, après s'être épuisé, c'est là où on épuise le flux acheteur et on repart dans l'autre sens. Là, non, on hésite, et bim, on se prend une cartouche sur le rollover, et voilà. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On est juste revenu tester cette zone. Et qu'est-ce qu'on fait ici? J'ai pas l'impression qu'on soit parti, il n'y a pas de breakout, il n'y a rien du tout, on est toujours dans des structures de range, donc ça pue le piège acheteur, je peux pas faire plus simple que ça. Je pense tout simplement que ce marché est en train justement de s'épuiser, c'est-à-dire de donner tout ce qu'il peut à l'achat pour se ratatiner en fin d'expiration ou sur la prochaine expiration, c'est-à-dire du coup de juin à septembre. Donc quoi qu'il arrive, je reste vendeur sur les scénarios Bund. Je pense toujours que des dégradations vont se mettre en place sur les secteurs obligataires et on va donc parler immédiatement du suivant, à savoir donc le prix des T-bonds qui lui aussi, je pense, va se ratatiner la gueule mais magistralement, à savoir, je pense, un retour du risque très clair en double top sur les 10 ans américains, retour vers les supports ici. Alors c'est pas une chute de dingue, hein, mais voilà, on voit bien quand même en hebdo, ça nous fait une chute de 2,5. Sur de l'obligataire, c'est quand même assez conséquent. Enfin, c'est un beau mouvement, d'accord, ce qui me semble être le strict minimum, en sachant que quand on sera là, je pense qu'on n'aura que des rebonds qui risquent de nous conduire. Alors on n'ira pas plus bas que ça, hein, je pense pas. Mais je pense qu'on va revenir sur des niveaux assez supportés sur l'obligataire. Je pense franchement qu'on va retourner chercher cette zone de support-là, vers les 120 à terme. Donc ce qui nous fait des objectifs sur un 10 ans américain à 3,50 de baisse. Alors je vous dis, sur les Bunds, si vous faites la même chose, voilà, hein, ça fait 3,50, on est là. Et je vous ai dit, les Bunds, vous voyez la structure. Ici, on est déjà tellement raclé, vu que les taux en Allemagne sont à zéro, que si on va vers une réharmonisation en Europe, parce qu'il y a une crise ou n'importe quoi, je peux vous dire que l'Allemagne, encore une fois, tout le monde pense que tout va bien se passer à cause de la rigueur budgétaire, et que Merkel a dit qu'il ne dépenserait pas un sou de plus et compagnie. Moi, je vous mets ma main à couper que c'est l'inverse qui va se produire. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, l'Allemagne va se retrouver dos au mur et elle va devoir dépenser du fric, ce qui fait qu'on ne va pas lui
lui prêter au même taux et que forcément les Bunds, ça va chanter sévère. Maintenant, encore une fois, c'est typiquement le genre de trade où je vais avoir tort 98% du temps pour avoir raison 2% du temps. Tout ce qui m'importe, ce sont ces 2%. Donc je m'en fous, hein, voilà, tout simplement, c'est une gestion du risque. Pour l'instant, ça ne se passe pas comme prévu. Je renforcerai que quand ça se passera comme prévu. Pour l'instant, ça ne veut pas, donc je reste sur des leviers modérés. VIX et Junk Bond au programme immédiatement. Donc voilà, VIX, où on en est, on regarde ici, je vais épurer un peu. Voilà, donc pour moi, cette structure, on voit bien, alors on va même aller en 4 heures ici, les consolidations en deux phases. Alors là, on voit bien surtout la belle structure d'achat, hein, c'est-à-dire que là, pour une fois, on voit bien que le VIX est parti hors de contrôle, hein, là, on est vraiment parti au-dessus des résistances. Je parie très sincèrement pas sur un schéma comme ça, d'accord. En gros, le schéma de la tranquillité estivale, tout va bien. Alors c'est possible, mais je miserai clairement pas dessus. Moi, je pense qu'il y a des trucs qui vont merder, à savoir, on revient quand même clôturer l'expiration du VIX là au 21 mai, tranquille, tout va bien, d'accord. Donc notez bien que cette semaine, l'important, c'est de comprendre que on a demain une expiration, enfin mercredi, un rollover sur le VIX, et donc ils vont tout faire pour que lundi, mardi, mercredi, ça se passe bien. Maintenant, le problème, c'est si ça se passe mal. C'est-à-dire s'il y a un truc qui commence à couiner et qu'on prend direct à contre-pied. Et là, ça va sentir très mauvais. Parce que plus on va se rediriger vers la clôture, plus tous les mecs qui vendent la volate sont fermés par l'expiration. Donc, attention à ce que ça jase pas un petit peu sur la période de rollover. Moi, je ne crois pas, mais voilà. Donc, un entre-deux, moi je dirais qu'on va revenir clôturer là. C'est-à-dire pour une fois, on va tenir une expiration qui ne se fera pas tout en bas et qui va montrer tout simplement que nos shorteurs de volatilité ont bien compris que la danse était terminée. Donc, la suite pour moi, c'est on range, on fait mumuse, hein, voilà, on vient chercher probablement ce support et au courant de la prochaine expiration, on se dirige gentiment mais sûrement vers la zone des 30 et ensuite on avise. Soit on s'arrête là, tout va bien, tout est sous contrôle et on aura effectivement un été complètement moribond derrière, mais en gardant des supports ascendants, d'accord, on continuera dans le triangle. On viendra chercher 14, 13 peut-être, ok, dans un été complètement inintéressant, et on reprendra des trades plus tard, soit tout simplement ici ça merdouille, à savoir on travaille la zone mais on ne parvient pas à s'en sortir et on en sort par le haut, et là c'est le risque systémique, c'est-à-dire qu'ici on aura des faillites et que ça fera l'effet boule de neige habituel, c'est-à-dire ça partira en quéquette à Wall Street. C'est ce qu'on avait vu, hein, de toute façon, on avait bien dit, autour du 1er mai, il y a un premier, entre le 15 avril et le 15 mai, on a une borne dangereuse en cas de reprise de volatilité. Comme par hasard, qu'est-ce qui se passe? C'est maintenant que la volatilité se reprend, et on avait dit, le cycle suivant, c'est début juillet, donc on avait, ou début juin, je ne sais plus. Mais rappelez-vous, notre 38%, non, il me semble que c'est juillet. Donc normalement, c'est de dire, là on a fait notre première phase volatilité, normalement on devrait garder un schéma de hausse de volatilité, et le prochain pic, normalement, peut se produire vers juillet. Dans le terme cyclique qu'on avait vu, vous voyez, c'est ces schémas 38% de reprise sur les schémas de volat. Donc voilà, moi je pense qu'on peut sans problème y aller maintenant, mais le gros normalement c'est juillet. C'est-à-dire en gros on devrait recommencer à remonter les niveaux de crispation, d'accord. Après la détente, on est dans un cycle vendeur hebdomadaire sur les actions, on se rend compte que merde, ça vend un peu plus fort que prévu, on revient fortement vers les supports, mais bon, tout reste sous contrôle jusqu'au moment où, bim, le Black Swan arrive et c'est là que ça dérouille. Encore une fois, un Black Swan, c'est très difficile à anticiper, mais je pense qu'on joue avec le feu dans un contexte très dangereux. Les junks, ça reste sous contrôle, c'est ce qu'il faut que vous compreniez, hein, voilà. Pour l'instant, tout est sous contrôle, la Fed fait bien son travail, toutes les banques centrales pilotent, et elles font tout ce qu'elles peuvent. Moi, je vous ai dit, plus j'entends parler de too big to fail, plus la confiance est illégitime, plus elle sera rapidement détruite, raison pour laquelle je spécule sur le fait que tout simplement la confiance dans les banques centrales, elle va s'éroder avant de se détruire complètement et de s'effriter en quelques semaines, et c'est le moment où ça va s'effriter que malheureusement ça fera très très mal. Pour ça évidemment il faut un catalyseur inattendu, c'est-à-dire qu'il leur faut une échappatoire. Il ne faut pas dire ah c'est la Fed qui a mal contrôlé, il faut dire ah putain c'était un truc hors du contrôle de la Fed. Typiquement Lehman Brothers ou un truc comme ça, voilà, un Black Swan, un truc qui sort de n'importe où et qui fait imploser littéralement toute cette belle confiance qu'on essaie de construire. Encore une fois, les Black Swan, on ne les recherche pas quand on est en phase de croissance, on les recherche maintenant, quand le marché est hésitant et manque de catalyseurs haussiers. Donc voilà, le schéma toujours le même, pour moi des marqueurs de risque qui sont contrôlés, mais malheureusement pour moi artificiellement contrôlés, c'est-à-dire je vois bien le départ de feu et je vois qu'on fait tout pour empêcher que ça se répande, mais que malheureusement les flammes et les braises sont toujours là. Simplement on fait tout pour attirer vos yeux à d'autres endroits. Allez, on essaie de voir ce que ça peut produire en termes d'action de prix sur le S&P 500 pour la semaine en swing.
Voilà, pour moi, ce que ça donne, c'était à peu près ça. Donc de dire, moi, de toute façon, quoi qu'il arrive, S&P 500, je reste vendeur. Et je reste avec un biais vendeur, c'est-à-dire je pense que cette semaine, on va attaquer assez fortement, c'est-à-dire directement revenir remettre en question la semaine passée. Je ne pense pas qu'on va démarrer sur un schéma acheteur, malgré le fait qu'on ait eu une semaine avec une belle grosse mèche basse. Donc à surveiller, le point important cette semaine, c'est bien évidemment le plus haut hebdomadaire, c'est-à-dire je dirais que si on devait déborder la zone des 28, 85, 90, ça veut dire qu'on va chercher un plus haut hebdo. Dans ce cas-là, il faudra revoir les timings. Ça veut dire qu'il faudra vendre dans 1 à 2 semaines et laisser 1 à 2 semaines de temporisation supplémentaire. Si ça part en couille ici, on voit bien les deux schémas d'ascendant, d'accord, A, B, C, dans une belle impulsion baissière. Dans ce cas-là, on aura fini le cycle correctif, on aura retracé 50%, et on ira tout simplement se péter gentiment la gueule et installer un nouveau plus bas. Et je vous dis, normalement, c'est atteinte de la zone 38,2, et ici, on avise. Soit ici, on fait A, B, C, c'est terminé, et on arrive à s'en sortir, et derrière, soit on fait A, B, C, et on forme un triangle, d'accord, on forme un range, un été en contraction de la volatilité, tout va bien. Soit je vous dis, ici on tente la remontada et au niveau de l'overlap, c'est là où ça ne marche pas, ça rebaisse et là, boum, on envoie la vague 5 étendue. D'accord, c'est à peu près ça en fait, tous les schémas. Bon là je vais nettoyer tout parce qu'il y a trop de monde. Alors, ça me fait chier. Bon, on va nettoyer comme ça. Il y a des alertes là? Oui bon, c'est pas grave. Ok. Tac. Tac. Ça on s'en fout aussi, ça on s'en fout, ça on s'en fout, on s'en fout, et on s'en fout. Voilà, donc moi j'ai toujours mes ventes à Wall Street, j'ai fait mon premier TP, 50% ici, le reste je laisse filer, bien entendu. Donc le principe, je ne sais pas ce qui va se produire cette semaine, mais il y a vraiment cette zone-là qui est cruciale pour les vendeurs. Tant qu'elle tient, je pense qu'il faut garder un biais vendeur sur ce marché. Si elle cède, on déraille, pardon. Pour ma part, je décale le timing et je serai plus exigeant sur mes niveaux de revente, mais avec un timing aussi décalé et probablement que la semaine prochaine pour reprendre des ventes. Si ça part au sud et qu'on casse cette trendline en support, c'est-à-dire on vient là et ça casse, là dans ce cas-là, je pense qu'on visera un nouveau plus bas et la cassure du contexte de support 4 heures. Dire quand même, ça fait longtemps qu'on n'est pas venu le tester, le support 4 heures, et vu la façon dont on a travaillé le marché ici, c'est-à-dire absolument pas des cassures haussières, vous voyez, c'était que du grinding, du crabe, de la marche en crabe dans les contextes vendeurs. C'est-à-dire en fait c'était des refus de vente. C'est-à-dire qu'ici, on devait trouver des vendeurs, et puis, ils avaient disparu, tout simplement parce que la Fed achetait en face. La Fed achetait. La Fed faisait acheter le marché. Voilà. Donc, des achats artificiels. Donc, je pense tout simplement qu'ici, on est parti pour faire la même chose, dans l'autre sens, tout simplement. Ça, pour moi, ce n'est pas une action de prix classique. C'est une action de prix catalysée pour de mauvaises raisons. Je pense qu'on va digérer ces mauvaises raisons en faisant la même chose de l'autre côté. En gros, ici, on arrache dans le contexte acheteur. Et ici, on verra bien si on trouve un support. Et puis, si on ne trouve pas, on ira viser 50% et ainsi de suite. Voilà. Tout simplement, normalisation du truc en fonction des flux d'informations qui vont arriver. C'est-à-dire, malheureusement, un marché très compliqué à gérer dans lequel il ne faut pas être très agressif, il ne faut pas faire les gains du siècle. Ici, j'y suis allé quand même assez fort, mais modérément, tout simplement parce qu'on est sur les phases initiales, c'est là où le risque me semble le plus faible. Et maintenant qu'on va avancer dans ces structures de consolidation, ça va devenir de plus en plus risqué. En gros, plus ça baisse, plus ça deviendra risqué de vendre ou de garder des grosses positions vendeuses ouvertes. Donc il ne faudra pas oublier les gestions du risque sur tous les supports. N'oubliez pas que dès qu'on arrive sur 38% ici, il faudra impérativement sécuriser les trades vendeurs. Il faudra absolument encaisser des gains ici, pas parce que ça va forcément repartir acheteur, mais ça pourra le faire, il y aura des rebonds, très sincèrement. Donc dans ce cas-là, il me semble assez favorable de, sous condition de signaux, gérer son risque dans cette zone-là ou la zone inférieure qu'il faut noter ici puisqu'il y a un très très faible volume. C'est-à-dire que si vous prenez toute la structure de prix, pour moi, elle est polarisée en deux vagues, d'accord, ici et là, d'accord. C'est-à-dire, je ne m'amuse pas à vous dessiner des fesses sur le graphique ou des nichons selon l'imagination que vous avez, mais tout simplement, de vous dire, voilà, le schéma de construction volumique se fait sous ces zones-là, d'accord. Donc il y a une zone de polarisation médiane qui est ici sur la zone 2700 $ pour un S&P 500. Donc c'est 2700 points, pardon. Et le principe revient donc à dire, pour moi, c'est ici que se trouve la zone de friction. D'accord, la zone de polarité, en gros au-dessous c'est là où on a peur, très très peur, c'est là où on veut se faire peur en tout cas, et ici c'est la zone supérieure, enfin c'est la zone médiane, donc la zone où on va probablement venir chercher les polarités. Donc je m'attends à ce que dans la zone 38.2, ici on travaille une zone support assez importante entre le Fibo 38.2 et cette zone de faible volume. Je pense qu'ici les prix seront assez fortement supportés. D'accord ? Si on bascule là-dessous, c'est là où ça merde.
C'est là qu'il faut que vous compreniez. Donc je pense sincèrement que le prochain mouvement, c'est un truc comme ça, puis un retour à l'overlap, et ici, l'administration Trump a plutôt intérêt à envoyer un bon flux de nouvelles, parce que sinon ça fait 1, 2, 3, 4, et ici je vous dis, si on se redégrade et qu'on vient installer le plus bas, c'est là qu'on fait la vague 5, étendue. D'accord, qui fera au minimum 161% de celle-là. C'est là où on partira sur des choses beaucoup plus négatives en swing, entre guillemets, le fameux Black Swan. C'est-à-dire ici, ça baisse, en plus il y a un catalyseur inattendu qui perturbe complètement les structures de pricing, et là, c'est la merde. Et je vous dis, ça enclenchera avec les volumes sortants d'ETF, la totale, le VIX qui part hors contrôle, tout ce que vous voulez. Donc encore une fois, faites attention. Pour moi, cette thématique, c'est fin juin, début juillet. Donc attendez-vous à ce que, en marquant le prix ici, je vais le faire Alt V, début juillet, d'accord, on se met un petit marqueur ici, juste pour avoir, encore une fois, ça ne veut pas dire c'est là qu'il faut vendre, c'est une zone temporelle, d'accord, c'est-à-dire que ça, là, le décrochage ici doit se produire à peu près par là. Donc vous voyez le temps que ça laisse, hein. C'est-à-dire qu'ici, on peut très bien sans problème consolider un peu plus, attendre un peu et refaire un truc comme ça. Ça ne change strictement rien pour moi dans la structure de prix. Tout ce que je sais, c'est que je vise cette zone-là tant qu'on ne l'a pas touchée, tant qu'on ne l'a pas atteinte. Je pense qu'il y a très peu de probabilité qu'on aille se rediriger vers le sommet historique. Ça reste envisageable, bien entendu, c'est-à-dire que pour l'instant, je suis vendeur, j'ai déjà encaissé mes gains partiels. Si ça remonte, je ne perds plus rien. Voilà. OK ? Donc, gérer son risque, je ne sais pas ce qui va se produire, je favorise un scénario et je traderai tout ce qui corroborera et tous les signaux qui pourront être en lien avec ce type de scénario. Voilà. Et pour moi, je pense que la zone de polarité ici, elle sera très difficile à ne pas revenir visiter. Donc, notez-la bien, hein, d'accord. On va le noter d'ailleurs sur la ligne pour être sûr que je la surveille. Voilà, donc, zone, on va mettre LVN, voilà. Hebdo, on va mettre weekly parce qu'il faut aussi que je le mette pour les anglais, il faut qu'ils comprennent. On va le mettre en très gros pour être certain de bien le voir. Et on va le mettre sous le prix. Voilà. Donc ça, c'est très important, hein, c'est de comprendre donc vraiment cette zone de polarité. Qu'est-ce que j'aurais pu traiter d'autre? Alors, le dollar, on a dit, donc ça dépendra majoritairement du dollar, mais on va regarder particulièrement GBP USD parce que je pense qu'il y a des trucs à faire en ce début de semaine, là aussi. Donc, la forte consolidation la semaine dernière, on a raté donc le décollage ici, à savoir donc de la sortie ici du triangle, on est juste réintégré pour revendre, entre guillemets. Je m'y attendais pas celle-là, hein, mais bon, toujours pareil, arrêtez de vous faire enfumer par les prix. Si vous avez du mal à lire ça, très sincèrement, moi je ne connais pas ce genre de structure, c'est-à-dire visuellement ça ne me paraît pas statistique, d'accord, ça me paraît du bruit. Quand c'est du bruit, vous supprimez les prix. Et là tout de suite, ah putain, pour moi c'est beaucoup plus clair. Voilà, quels sont les mouvements majeurs ici? C'est-à-dire que là quand vous voyez ça, vous allez vous dire ah putain mais c'est bear et tout. Non, regardez toujours encore une fois et faites une lecture analytique sans biais de ce que vous voyez, d'accord. Encore une fois, si vous ne savez pas quoi voir, regardez ce que l'indicateur vous dit. Lui, il va vous orienter parce que lui, il n'a pas de biais. Voilà. Donc, le principe, c'est qu'on repart là-dedans, on regarde quelles sont les informations relevantes, d'accord, on cherche un peu une histoire, où est-ce que les swings majeurs se sont formés. Alors, il y a eu un swing majeur là, un swing majeur ici, et peut-être un ici. Ça, on ne sait pas encore. Tout ce qu'on voit, c'est qu'on est parti ici du contexte support au contexte résistant. D'accord. Ce swing-là, on ne peut pas encore le valider parce que pour l'instant, on est toujours en train de trader à l'intérieur du canal. Si on revient chercher le support, on pourra dire qu'il y a eu une borne qui s'est formée là. D'accord. Et on en avait une précédente là. Bon, bah, ça pue quand même. C'est-à-dire, pour moi, c'est assez visible comme schéma. C'est plus de dire, là, ce qu'il nous reste à faire, c'est une ici. D'accord. C'est pourquoi bah, tout simplement parce que ce qu'on trace dans ce truc-là, en général, c'est ça. C'est-à-dire, on voit bien une attaque baissière, puis une deuxième. Une attaque haussière, puis une deuxième, une attaque baissière, une deuxième, une attaque haussière, une deuxième. C'est quoi? C'est un triangle. Donc, pour moi, effectivement, ça justifie tout à fait le bruit sur GBP, parce qu'un triangle, c'est le truc qui fait chier le plus de monde, parce que c'est le truc le plus chiant à lire. D'accord? Donc, ça ne me surprend pas, en fait, que ça ait l'air bruyant, parce que c'est probablement un triangle. Mais dans ce triangle, je veux voir deux impulsions haussières. On a eu les deux impulsions baissières. On voit bien d'ailleurs que ça traduit clairement des ranges. On voit, regardez le nombre de signaux de range qui ont été donnés quand même. Et dernièrement, justement, on comprime au sein du triangle. Donc ça tout laisse à penser que ça pue le triangle. Voilà. Là, on voit qu'on a un faux break ici et qu'on a une target. Donc moi, je dirais, les informations vraiment relevantes, c'est de dire, cette zone de prix ici, elle est très intéressante. C'est celle qu'on est en train de traiter. On va probablement échouer ici, tout simplement parce que dans un range, à chaque fois, on échoue les targets. Pardon. Ok, donc pour moi, voilà, la lecture ici, elle se fait dans ce sens-là, où je voulais bien voir ici deux phases de consolidation assez claires, et on voit bien une première attaque ici, on voit que ça a temporisé et qu'on est en train de faire une deuxième attaque.
D'accord? Donc il y a bien deux phases de consolidation ici, ça me plaît bien. J'aimerais bien voir une impulsion haussière, c'est-à-dire un flux acheteur qui doit normalement venir casser ce contexte, donc viser normalement des retracements. Et moi je viserais théoriquement la zone 76,4, à savoir la zone de faible volume ici, à 1,38, comme objectif sur un trade achat sur GBP USD, à savoir acheter cette zone-là, viser cette zone-là. Là on est sur du daily, donc attention, il faut quand même relativiser tout ça aussi. On remet les prix. Mais donc ça veut dire, si on dézoome, pour moi le swing GBP-USD, il se met en place avec des achats par là, dans la zone dans laquelle on est. On voit bien les supports, il y a tout ce qu'il faut. D'accord? Il suffit juste de trouver des signaux. Donc ce ne sera pas en daily, qu'on soit bien d'accord. On traite toujours dans un contexte. Donc ça sera plutôt dans un contexte 4 heures. Et voilà. Bon, pour moi, ici, il n'y a pas trop à dire. On a clôturé ici tout en bas en débordement des contextes. Donc je m'attends normalement à une petite reprise baissière GBP. Venir chercher un petit peu plus bas, déclencher des signaux en début de semaine. On a déjà les breakouts, on a déjà les... Regardez, ça baisse, vous avez des signaux de tendance haussière. Ça vous paraît pas un peu chelou tout ça? Vous ne devriez pas avoir ce genre de truc-là, d'accord? Normalement, les signaux rouges, vous les avez quand les prix baissent. Là, vous avez des signaux bleus dans un marché qui baisse. C'est pas normal. Donc, pour moi, ça colle pas avec le cadre de marché. Je pense pas qu'on ait affaire à une tendance baissière. Je pense au contraire qu'on a affaire à une tendance un peu pernicieuse, grâce, encore une fois, les sauvetages dollars. On fait tout pour essayer d'éviter la fuite de capitaux en dollars. Mais quand elle va arriver, elle va faire mal. Bref, j'attends la formation d'un creux. Donc, au courant de la semaine, recherche active de swing en 4 heures dans la zone 1,26, 90, sous la zone des 1,27. Voilà. Donc, par là, des signaux 4 heures, ça me paraît très attractif. On voit bien notre sine wave qui a terminé son cycle baissier. Ça veut dire que ça, aussi bear que ça puisse paraître. Hein, ça a bien enfumé. Hein, là, ils ont enchaîné comme des connards. Ils ont tout fait pour taper sur les pauvres Anglais. Et c'est voilà ce qu'on voit. Est-ce qu'il y a eu une cassure de cycle ici? Non, en fait, on est dans un cycle baissier. Simplement, il s'est très bien exprimé. C'est juste ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'au sein du cycle baissier, on a bien mis la dose en vendant du GBP contre le dollar. Ok? Mais c'est rien de plus que ça. Voilà. Moi, je me laisse à penser qu'ici, il faut jouer des achats et que malgré ces deux cycles baissiers très bien mis à profit, on est toujours au-dessus du support majeur. Derrière, il y a probablement une belle vague haussière qui va se mettre en place et qui visera très probablement des extensions de la vague primaire. C'est-à-dire, je pense qu'on va se faire un petit support par là et qu'on pourra viser sans problème 127%, 127, hein, voilà, donc notre fameuse zone des 1,37 qui est donc là aussi mise en valeur. Donc je maintiens, hein, il reste pour moi un swing qui sera normalement haussier et qui sera plus dynamique que celui-là, c'est-à-dire que comme on sera sur une deuxième vague de hausse, la pente sera normalement plus aiguë. D'accord? Donc je m'attends plutôt à une pente de ce style-là. Comme ça, hein, sur ce prochain trade sur GBP, donc ça nous ferait une atteinte d'objectif mi-juillet. On est encore sur un swing, hein, d'accord, mais c'est toujours mon swing dollar. C'est pour vous faire comprendre un peu cette semaine que tout tourne un peu autour du dollar. Il y a la Fed, donc c'est pour ça que de toute façon cette semaine, c'est là où il faudra regarder vos yeux. Encore et toujours le bon vieux dollar, la Fed, hein, les bonnes vieilles thématiques habituelles. Tout le monde a les yeux rivés vers la banque centrale puisque personne ne sait quoi faire dans ces marchés. L'USD Yen va donc être intéressant, c'est-à-dire on a bien vu le schéma. Pour le moment, c'est très emmerdant et très difficile à lire. Pourquoi? Parce que ici, comment on analyse ça? C'est la merde, ça fait des creux et des sommets en extension. C'est très emmerdant, c'est-à-dire que l'USD Yen, pour l'instant, moi, j'ai pas hésité à encaisser une partie des gains. D'accord? C'est ce que je vous ai dit, les semaines dernières, j'ai encaissé sur la partie Yen, plus que sur la partie dollar, parce que j'ai un peu d'hésitation sur ce marché-là, je ne sais pas quoi en faire, d'accord? Mais on peut très bien revenir ici une fois de plus. Ce serait pas, voilà. Ce qui veut dire, c'est que si je dois revenir là et que j'ai des leviers, ça, je suis pas certain de pouvoir le supporter en perte. Je rappelle, mon prix de revient moyen, il n'est pas quand même super bandant, donc je peux pas me permettre des folies non plus, quoi. Donc le truc, c'est de dire, je préfère gérer mon risque, réduire mon levier, quitte à remettre, évidemment, double couche si on se repart à la baisse, ce qui m'avantagerait. Mais voilà, il faut bien comprendre que dans l'USD Yen, il y a la partie USD et il y a la partie Yen. On peut très bien avoir un dollar qui baisse, mais on peut très bien avoir un Yen qui est maintenu sous pression pour éviter une fuite de capitaux. Et dans ce cas-là, pas fuite de capitaux, mais éviter l'aspect refuge et attractif du Yen. Donc on peut très bien avoir évidemment des flux sur le yen, baissier également, qui font que l'USD yen va être hésitant. Okay, n'oubliez pas, c'est toujours de la force relative le forex, c'est pas de la magie. Hein. Donc pour l'instant, pour moi, très indécis. Je garde clairement un biais vendeur sur l'USD yen, puisqu'on est dans la partie basse des canaux de tendance, en daily, tout ce qu'il faut. Voilà, pour moi, il y a tout ce qui indique que ça va rester baissier.
Mais voilà, on a le momentum qui est bien bear, il y a encore de la place sur le cycle pour aller plus bas. Maintenant, je pense qu'il ne fallait pas négliger cette zone ici et la gestion du risque dans cette zone-là. Donc aucun regret pour ma part sur les encaissements USD-Yen. Je reste vendeur, mais moins fortement que précédemment parce que je m'autorise et j'ai besoin d'une marge de manœuvre au cas où on aille vers un marché bruyant. Les paires NZD yen, CAD yen, tout ça, hein, comme on a dit, j'ai encaissé la partie yen parce que je sens qu'ils essaient de nous enfumer. D'accord, hein, je sens que le yen, il y a tout à fait la possibilité qu'il tape dessus, c'est-à-dire, je vous dis qu'il nous refasse ça, hein, c'est-à-dire le pullback encore une fois en bas, et vous voyez, dans ce cas-là, l'USD yen nous fera la même merde, mais pas à cause du dollar, à cause du yen très faible, qui pourrait re-effacer intégralement ce qu'ils ont fait ici. C'est pas impossible. Moi, je vous dis, on peut faire un pullback sur cette trendline ici, et ça me surprendrait pas plus que ça. Maintenant, il y a aussi la possibilité, comme je vous dis, que ça part tout simplement hors de contrôle. Et là, c'est VIX à la hausse, Yen à la hausse, la totale. Et là, dans ce cas-là, on enfile très clairement, beaucoup plus fortement à Wall Street. Le schéma qui me gêne un peu, je vais revenir parce que évidemment, je pense que tout provient du problème action. Il y a la Fed, d'accord, mais ce qui est important, c'est la dette corporate américaine. On l'a tous très bien compris. Ce qui pose problème, c'est ça. C'est l'inversion de la courbe de taux. Hein. On est toujours sur une courbe de taux en phase d'inversion. Et malheureusement, qu'est-ce qui soutient les marchés? La Fed. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a que ça. C'est-à-dire qu'objectivement parlant, on devrait être aujourd'hui dans des schémas de pré-récession, c'est-à-dire de contraction des activités économiques et donc contraction des rentabilités des entreprises et donc contraction des prix et récession macroéconomique à venir derrière, d'accord, dans des schémas de préparation récessive. Mais qu'est-ce qui se passe? Les banques centrales ont dit non, nous on verrouille complètement, c'est nous qui pilotons le marché, allez vous faire enculer. Pour l'instant ça marche, mais je vous dis, moi je pense que ça ne marchera pas bien longtemps. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est encore les bonnes vieilles rhétoriques habituelles, nouveau paradigme, too big to fail, ainsi de suite. Sauf qu'à chaque fois, l'histoire a prouvé qu'à chaque fois que c'était too big to fail et qu'il y avait un nouveau paradigme, on se pétait la gueule derrière, toujours pour les mêmes raisons. Donc évidemment, moi mes yeux sont attirés sur ces secteurs, parce que je pense que c'est là qu'il y a du pognon à faire dans les prochaines années. Mais voilà, en attendant, ça reste une conviction, et je ne peux le trader que quand les prix vont dans mon sens, ce qui n'a pas nécessairement été le cas tout le temps ces derniers trimestres. Bref, donc, pour l'instant, toujours ce pilotage central extrêmement gênant. On a tous identifié le problème, d'accord? Pour moi, c'est pas très bon signe, parce qu'encore une fois, on nous vend un marché libre et dérégulé, mais en réalité, il est tout sauf dérégulé, ce marché. Enfin, si, on fait tout pour le déréguler, mais par contre, la régulation de la Fed, ça, on en a besoin, hein, d'accord? C'est-à-dire, on veut un marché libre, toujours plus libre, mais par contre, l'interventionnisme de la Fed, c'est absolument nécessaire. Il faut que vous compreniez le truc, en gros, c'est tous les avantages du libéralisme, de l'ultra-libéralisme américain, même j'ai envie de dire, avec en plus de ça tous les avantages du socialisme. C'est de dire, attendez, non, dès que ça va pas bien, moi je veux une assurance santé. Hein. Mais par contre, payer pour l'assurance santé avec des cotisations, des taxes, des régulations, non, ça on veut pas. Donc vous comprenez très bien, là on veut le beurre, l'argent du beurre, la crémière, le cul de la crémière, la totale, quoi. Donc non, c'est pas possible, on ne peut pas tout avoir, et bien évidemment, et ces rêves seront soumis à une dure réalité à un moment venu, et moi évidemment, je pense qu'il est temps de commencer à essayer de fructifier son capital sur cet échec manifeste qui finira par arriver. Maintenant, on ne sait pas quand, et on gère son risque tant que ce n'est pas en place. Je pense qu'on a fait le tour. Les actions américaines, donc Tesla, les encaissements faits en fin de semaine dernière, je pense qu'on arrive dans des zones où il faut quand même commencer à réduire un petit peu ces expositions, même si on accélère. Hein, donc je vous fais noter la sortie de ce canal ici, donc ce canal majeur dont on sort avec une première clôture daily. Attention, c'est pas non plus ultra bear. Je pense qu'on essaie d'évoluer au sein de ce canal-là. Donc il reste encore, je pense, un petit peu de marge sur Tesla. Peut-être essayer d'aller chatouiller la zone des $200 pour marquer un peu les esprits. N'empêche que pour ma part, la première target a été atteinte, hein, donc vers la zone des $216 que je vous avais donné. Donc j'ai de façon corrélée encaissé une partie de mes gains, 50%, hein, mais je garde 50% au cas où on déciderait d'aller filer en ligne droite comme des teubés vers les objectifs maximaux, ce mot qui n'existe pas, les objectifs du max. Donc voilà, pour l'instant, j'ai le temps de voir comment le marché réagit au contact de ce canal-là et de ce bas de canal. Est-ce qu'on choisit l'accélération ou est-ce qu'ici c'était juste faux signal bear et on revient combler des gaps et des trucs comme ça. Il y a tout ce qu'il faut pour aller plus bear, hein, encore une fois, vu la phase de construction ici et les préparations, on a laissé tellement de chance aux boules de se faire la malle que maintenant ils peuvent très bien sortir en mode catastrophe. Donc comme je vous dis, tout le monde a acheté cette merde sur les sommets en croyant au rêve de Musk et ils commencent à comprendre que c'est plus le moment de rêver et au contraire c'est la réalité qui arrive. Et à ce moment-là, c'est souvent là que les gens se font déchirer la gueule et que évidemment les professionnels ramassent le pognon comme d'habitude. Donc pour l'instant, prudence.
sur Tesla pour ma part, donc 50% d'encaissé à ce stade-là et j'en garde encore un peu. Apple, c'est la thématique de la semaine, à savoir donc est-ce qu'Apple se casse la gueule ou pas. Je pense qu'ici on tente le sauvetage, mais je pense qu'il y a très très peu de chance. C'est-à-dire qu'en fait c'est quand on défoncera ce contexte ici, quand on ira au-delà de la target là, ou tout simplement qu'on tentera une conso pour réattaquer derrière. C'est vraiment quand on va réattaquer cette zone-là. Hein. Donc là j'ai mis sell breakout, mais encore une fois il faut constituer un support. Donc c'est ce qu'on est en train de faire là. On le fait un peu plus bas sur la zone 38%. Donc voilà, moi je pense travail de cette zone. On peut tout à fait avoir un rebond et gagner un peu de temps sur Apple. Ça ne me surprendra pas plus que ça. Par contre, il faut la surveiller celle-là cette semaine. Les ventes normalement ont été faites dans la zone ici, donc vous êtes safe sur les ventes. Les stops doivent être réduits ici au-dessus de la phase de range. Mais vous voyez, attention quand même. Je pense qu'on peut avoir des pullbacks sur ces zones-là. Ça dépendra de ce que fera la Fed, de l'aversion au risque et des trucs comme ça. Par contre, ce qui est certain, c'est que dès que ce truc-là cartouchera le support qu'on a fait ici, et qu'on entrera dans des breakouts baissiers ici, là, c'est là où ça va devenir très très intéressant. D'accord ? Pour l'instant, c'est plutôt des signaux possiblement en range. C'est-à-dire que soit ça, c'est un retournement très pernicieux, et ça, c'est un breakout de tendance. C'est-à-dire qu'ici, on break et on est en train d'initier une tendance, et là, ils vont morfler, les pauvres. Soit je vous dis, on gagne du temps. Il faut vous dire quand même que là, la pente que je vous mets là, d'accord, c'est juste une pente théorique des prix que j'attends. D'accord ? Et il faut vous dire que là, théoriquement, ça laisse encore du temps. Hein, voilà. C'est-à-dire on va osciller autour de ce truc-là, mais voilà, ça donne une temporalité. Donc il faut bien comprendre que tout ne se passe jamais point A, point B, en ligne droite. On part du prix d'entrée et on va en ligne droite à l'objectif. Voilà, ça serait trop facile, sinon on serait tous des meilleurs traders du monde si ça fonctionnait comme ça. Donc voilà, très indécise cette semaine, toute polarisée sur la Fed et la perception que va avoir le marché de la Fed. Est-ce que la Fed se calme? Est-ce que la Fed y va encore toujours tête baissée? On y va, quoi qu'il arrive, on soutiendra l'économie. En gros, si ça baisse de 5%, c'est intolérable. Ou alors est-ce que la Fed tout simplement va faire comprendre qu'il n'y aura pas de baisse de taux? Voilà. Parce que là, on a deux polarisations très fortes, c'est-à-dire un marché qui anticipe 1 à 2 baisses de taux cette année. Donc des choses très négatives sur les prix des actions, ou enfin, des choses plutôt négatives provenant de la macro, et un soutien toujours plus fort de la Banque centrale, alors que de son côté, la Banque centrale dit, bon, ça va pas trop mal, il n'y a pas besoin de soutenir les marchés. Voilà. Mais avant de resserrer la vis, on va attendre d'avoir des informations supplémentaires. Voilà, en gros, c'est ça le discours de la Fed. Donc on va voir si ce discours change ou pas à travers le compte-rendu de la politique monétaire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme scénario en surveillance ? C'est à peu près tout, je vois comme ça. Alors, il faut surveiller Boeing aussi, évidemment, cette semaine, plutôt pour la partie Dow Jones. Et donc, la UDN... Oh, putain, la UDNZD! Voilà, donc ça y est, ça repart sur la UDNZD. Ça, c'est bien, ça me plaît. Donc, gap haussier, hebdo, sur la UDNZD, c'est plutôt propre. C'est plutôt pas mal. Donc, la structure de range qui réactive puissamment. Signal hebdomadaire. Attention, le cycle hebdomadaire de consolidation n'est pas terminé, donc n'imaginez pas que c'est gagné et qu'on ne pourra pas aller là chercher les 1,45, c'est tout à fait possible, on voit qu'il y a encore beaucoup de place dans le cycle baissier hebdo. Donc, moi je favorisais clairement les achats, d'accord, mais il est clair et net que là, cette réactivation haussière, ça veut dire que les achats bas de range de la semaine dernière doivent aujourd'hui avoir des stops ici. Si on retombe là, il faut sortir, d'accord ? Il faut accepter que le timing n'ait pas été bon, mais là on peut sécuriser les achats qui ont été pris en fin de semaine dernière, n'hésitez pas à le faire. Je pense qu'on a fait le tour. Voilà, donc surveillez la thématique dollar, mais malheureusement elle est liée à la Fed et je pense que la gestion du risque c'est très compliqué à faire. Autrement dit, je pense que les trades spéculatifs étaient à prendre en fin de semaine dernière ou en début de cette semaine sur le dollar, dans le sens de la vision que vous avez, c'est-à-dire que si vous voulez acheter, normalement vous l'avez déjà fait. Si vous voulez vendre, ça se faisait là sur les timings actuels et fin de semaine dernière. Vous le faites avec une gestion du risque et tout simplement, c'est un pari. C'est-à-dire que vous ne savez pas ce que la Fed va sortir, vous ne savez pas comment le marché va le lire. Soit vous avez raison, vous avez géré votre risque convenablement, tant mieux, vous prendrez un joli gain. Soit vous avez géré le risque, vous avez tort, vous prenez une perte assez peu conséquente et tout simplement, vous jouez un 50-50 dans lequel vous gagnez plus que ce que vous perdez. C'est aussi simple que ça. Moi, c'est comme ça que je l'aborde. Je sais pas. J'ai une vision, j'ai des signaux qui m'ont permis de rentrer sur des UT qui seront impactés par la Fed, des UT type horaire 4 heures. Tout ça, la Fed peut tout à fait foutre tout en l'air. C'est-à-dire les signaux techniques horaires avec un comité de politique monétaire. Tout simplement, ça peut foutre tout en l'air tous les signaux horaires que j'ai tradés en fin de semaine dernière. Mais j'en suis conscient. Ce qui fait que, bien évidemment, les tailles de position sont en conséquence. Je ne risque pas 10% de capital sur les trades en dollars. Voilà.
Et je vous fais remarquer que bien évidemment, je pris ces trades avec des gains encaissés sur le yen et des trucs comme ça. C'est toujours pareil. Je sors des poches de risque que je réinvestis ailleurs. Et voilà, c'est toujours pareil. Des rotations, quoi. Enfin, on gère son portefeuille. Bref, donc surveillez-moi ces cryptos en ce début de semaine. Voyez comment ça réagit par rapport à la semaine dernière qui, sur le papier, est jolie avec cette clôture hebdomadaire tout en haut, mais qui, dès qu'on zoome un peu dans la bougie, on voit le contraste qui s'est mis en place et le doute qui commence à s'initier sous des niveaux de résistance assez fortes. Mais quand même, donc toujours ce contexte ambiant d'euphorie débile dans les cryptomaniaques. Donc attention à ne pas miser sur la fin du monde parce que c'est monté un peu trop vite, ça doit forcément chuter. Faites pas ça, hein. Les gens dans les cryptos peuvent être complètement débiles, vous remettre une poussée à 10 000 et au final c'est à 10 000 qu'il faudra vendre. Donc on vend, moi je pense qu'il faut favoriser les ventes spéculatives dans lesquelles on risque pas plus d'1% du capital, on gère bien son risque, on met pas des stops trop proches. Et on n'hésitera pas à s'y reprendre une ou deux fois. Mais je pense que quoi qu'il arrive aujourd'hui, les trades à faible risque se font plutôt dans le sens contraire, c'est-à-dire versus BTC pour les parties fiat. Ou alors vous faites des arbitrages, hein, type BTC, tel fiat, tel alt versus BTC. Dans ce cas-là, vous vendez du BTC en achetant un alt. D'accord ? Mais dans ce cas-là, vous vendez quand même des BTC. Comprendre le truc. Je pense que c'est BTC qui va souffrir maintenant. Après avoir accumulé les capitaux vont se répartir un petit peu plus équitablement, qui pourraient profiter à des alts, bien entendu. Donc encore une fois, quand je parle de marché crypto, je parle surtout BTC et des gros alts, c'est-à-dire ceux qui ont stocké de la valeur. Je pense qu'après, on va justement aller chercher des actifs plus risqués pour aller chercher du rendement. Donc typiquement des plus petits alts, plus faiblement capitalisés, des trucs comme ça. Donc là, je vous laisse faire. Moi, je suis pas bon pour faire ce genre de trucs-là parce que je connais pas les projets, j'ai pas le temps de me renseigner. Mais je sais pas, j'ai vu traîner des Cardano, des noms toujours plus rocambolesques que je connais pas. Mais toujours trader ça face à BTC. D'accord ? Vous faites du spread chart. Un peu comme je vous avais dit, ETH-BTC. Il vaut mieux pondérer ETH-BTC que voilà. Mais si vous achetez ETH-BTC, qu'est-ce que vous faites ? En fait, vous vendez des bitcoins pour acheter des Ethereum. D'accord ? Donc vous pariez à la baisse. Vous pariez que Bitcoin va baisser plus que Ethereum. C'est ça que je vous dis. Voilà. C'est du spread chart. Je pense que ces trucs-là, oui. D'accord ? Trader blablabla versus BTC, ça je pense que c'est tout à fait faisable, mais ce n'est pas des trades sur lesquels moi je me mets. D'accord ? Donc simplement, c'est pas, je ne vous en parle pas parce que je ne le fais pas, mais d'autres le font et je suis totalement en accord avec leur stratégie. Voilà, allez, on s'arrête là. Bonne semaine à toutes et à tous. Je vous dis à demain et donc à mercredi pour corriger la deuxième partie du PDF.